B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter la Terre, d'entendre le vent et les messages subtils qu'il nous délivre, laisser les pensées couler et se laisser bercer par une énergie différente. Cette expérience étonnante, parfois déconcertante, on vous invite à la vivre jusqu'au 17 avril 2022 à la Fondation Opale de Lens, où vous attend une puissante exposition baptisée Breath of Life. Vous y découvrirez entre autres le son et le sens du yidaki, plus communément appelé didgeridoo, un instrument fabriqué et utilisé par les peuples aborigènes d'Australie, mais aussi des installations immersives qui allient sculpture, son et mapping vidéo. Rencontre aujourd'hui avec la passionnée à l'origine de ce projet. Bonjour Bérangère Prima. Bonjour Vincent. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. Bérangère Prima, votre passion pour l'art contemporain aborigène, vous décidez de la partager avec le plus grand nombre en prenant en 2018 l'ancienne fondation Pierre Arnaud qui était au bord de la faillite. Elle deviendra Fondation Opale. Elle est nichée au cœur de Lens, dans un bâtiment dessiné par l'architecte valaisan Jean-Pierre Emery. Avant de vous demander ce qui est à l'origine de cette passion, un mot peut-être de cette exposition qui est vraiment incroyable. Alors, Breath of Life, c'est vraiment le souffle de vie. Voilà, c'est cet instrument qui est typique du nord de l'Australie. On pense que ça représente un instrument qu'on retrouve dans toute l'Australie. Aujourd'hui, oui, mais à la base, il provient vraiment de la terre d'Arnhem, le nord de l'Australie. Et écoutez, en fait, toutes les expositions qui ont lieu à la Fondation Opale sont des expositions qui ont un lien intime avec ce que j'ai eu la chance de vivre avec les artistes aborigènes, avec leurs familles. Et là, en l'occurrence, le grand maître du didgeridoo, qu'on appelle yidaki, donc dans cette langue aborigène du Nord, le yungu, le grand maître a 3 fils qui sont venus à la Fondation Opale en juillet 2019. Et ils ont donné un concert au bord du lac du Louchet, donc vraiment juste à côté du bâtiment de la Fondation. À ce moment-là, ils nous disent, voilà, on va danser, chanter le serpent arc-en-ciel, qui est un ancêtre mythologique aborigène. Et alors que le ciel est parfaitement bleu, pas un nuage, on voit un arc-en-ciel qui se dessine dans le ciel. Et non pas un arc-en-ciel typique en arc de cercle, mais en forme ondulant. Donc, évidemment, tous les gens qui sont là en train de regarder et d'écouter le concert sont un peu subjugués, surpris. Et moi, je montre aux 3 frères, à Larry, Jason et je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Le 3e frère, et je leur montre et ils me regardent, ils réagissent pas vraiment, et puis moi j'étais un peu surexcitée quand même, et puis à bout d'un moment ils me disent mais oui mais c'est normal, on vient juste de le chanter, donc là je me dis bon il se passe quelque chose d'assez dingue, et quelques mois plus tard je suis invitée par eux à les rejoindre en Australie pour une cérémonie, et là d'autres choses se passent aussi, et je me rends compte que cet instrument de musique n'est pas qu'un instrument de musique, en fait toutes les cérémonies démarrent et s'arrêtent avec le son du yidaki. Et donc c'est un instrument qui est à la fois un instrument de musique, un instrument de cérémonie, un instrument de guérison aussi. Oui, on nous emmène vraiment dans un autre plan, on le comprend vraiment au fil de cette exposition. Il se passe des choses qu'il est difficile de décrire avec des mots. Pas facile de raconter son expérience quand on sort. Non, et puis surtout, c'est difficile de raconter le son, justement. Est-ce que ces vibrations, en fait, font sur le corps? Donc, dans l'exposition, à un moment, on a des plaques vibrantes au sol. Et quand les artistes, parce qu'il y a plusieurs vidéos, donc lorsque les artistes jouent du yidaki et que quelqu'un se met sur ces planches vibrantes, on ressent un petit peu ce qui peut se passer réellement lorsqu'on est là-bas, et que eux jouent, ils mettent l'emboule de cet instrument vers notre plexus solaire, et on sent ces vibrations qui nous nettoient, et eux sentent en fait les blocages qu'il y a dans notre corps et sont capables de nous dire ce qui se passe. Bérangère Prima, vous êtes née en France, vous avez grandi en Suisse, des études à l'école hôtelière de Lausanne, et puis cette passion pour les peuples aborigènes, leur art. Comment est-ce que ça a démarré ? Alors, aussi surprenant que ça peut être, ça a démarré à Paris.
J'ai découvert cet art lors d'une exposition à Paris, dans une petite galerie dans le 9e. Et j'ai été tellement bouleversée, émue, intriguée. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai voulu en savoir plus. J'ai simplement acheté le catalogue de l'exposition. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai contacté la personne qui avait organisé cette exposition. Et puis, il m'a proposé de partir avec lui en Australie. Il vivait 6 mois par an là-bas, un Français aussi. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai découvert en arrivant là-bas ces gens. Donc, c'était plus que l'art. C'était vraiment, finalement, quelque chose de beaucoup plus intime parce que je découvrais ces artistes qui, pour eux, d'ailleurs, n'étaient pas... Enfin, ils ne se considéraient pas comme des artistes à l'époque. Ça fait presque 20 ans. C'était simplement une histoire de transmission pour eux et de partage. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai tout de suite été acceptée dans ces familles et dans ces communautés. On va chercher justement très vite profondément la définition du mot art. À quel moment il commence, à quel moment il s'arrête? Alors, ça, c'est une bonne question, en effet, parce qu'on parle d'art aborigène contemporain, c'est ce que je montre à la Fondation Opale, à partir de 1971. En fait, c'est un professeur d'école qui s'appelait Jeffrey Baden qui demande aux enfants de l'école, aux enfants aborigènes de l'école, oui, je vois les anciens qui font des motifs avec leurs doigts dans le sable. Est-ce que vous pouvez me dessiner ce qu'ils font? Et les enfants lui disent non, c'est pas vraiment possible, on n'est pas initiés. Allez voir les anciens, c'est ce qu'il fait. Et après quelques jours de concertation entre eux, ils acceptent de peindre les murs de l'école. Donc c'est dans une petite communauté qui s'appelle Papunya. Et c'est la première œuvre peinte de façon permanente, sachant en plus qu'elle allait être peinte et visible par des personnes non initiées. Et c'est là que démarre ce mouvement d'art qui est considéré pour certains comme le dernier grand mouvement d'art du XXe siècle. Fixer le mouvement Voilà. Dans le temps. Hein, Exactement, c'est bien parce ça. que sinon auparavant c'était des peintures corporelles dans le sol, mais tout était éphémère, parce que c'était lors de cérémonies pour une transmission. Avant de démarrer l'expérience, l'aventure avec la Fondation Opale, vous êtes vous-même collectionneuse. À quel moment on commence à se dire, tiens, là j'ai une collection, à partir de combien de pièces on se dit, j'aime vraiment ça? Alors pour moi, c'était un gros problème de me considérer comme collectionneuse. Je n'ai pas du tout, en fait, acheté les œuvres en me disant, voilà, je vais créer une collection. Pas du tout. Je passais du temps avec ces artistes, avec leurs familles, et je leur achetais des œuvres. C'était une époque où c'était encore très, très mal perçu de photographier les artistes. Il y avait encore... oui, ça se faisait pas. Donc, j'ai aucune photo de toute cette période que j'ai vécue avec eux. Mais en revanche, j'ai ces tableaux, justement, qui me rappellent tous ces moments. Et moi, je les ai plutôt achetés comme ça, bien sûr parce que j'aimais ces œuvres. Mais je me suis jamais dit, je vais créer une collection. Donc, tout d'un coup, lorsque je me suis rendu compte de cet ensemble d'œuvres qui faisait... Enfin, il n'y a pas d'autre mot en français, voilà, qui était une collection. J'en ai un petit peu parlé autour de moi. Je prêtais parfois certaines œuvres à des musées ou pour des expositions. Et puis, un jour, je me suis dit, mais si j'ai compris une seule chose de ce que tous ces artistes et leurs familles ont essayé de me transmettre, c'est que justement, la chose la plus importante, c'est l'éducation, la transmission, le partage. Donc, ces œuvres, elles ne peuvent pas rester chez moi que pour moi. Et voilà. Pour être collectionneuse, il faut forcément être passionnée avant tout. Je pense, sinon c'est un petit peu triste. Sinon, qu'est-ce que ça peut être d'autre comme ambition, le côté investissement? Mais je vois pas ça vraiment comme une collection très intéressante. Je pense que tous les collectionneurs sont des vrais passionnés à la base. Bérengère Primat, 2018, vous reprenez la Fondation Pierre Arnaud, alors en faillite. Dans quel contexte vous avez pris la décision de vous lancer dans cette aventure? Alors la dernière exposition de la Fondation Pierre Arnaud, c'était une partie de ma collection. Donc j'avais déjà un petit pied là-bas. Et puis à l'époque, donc Monsieur et Madame Salzman sont venus me voir en m'expliquant que malheureusement ils allaient devoir arrêter. J'ai pas saisi l'occasion immédiatement, pour être honnête, parce que c'était pas forcément mon rêve d'avoir un lieu dédié à ma collection. Et puis je suis partie en Australie quelques semaines après avec mes enfants. Et là, j'ai voyagé dans 7 communautés aborigènes du sud de l'Australie, les communautés les plus reculées d'ailleurs en Australie. Et puis, je leur ai parlé de cet endroit. Et puis, eux me disaient que c'était triste parce qu'il existait un musée qui avait fermé ses portes en Europe, à Utrecht, dans les Pays-Bas. Il avait fermé en 2017. Et ils me disaient, on n'a plus d'endroit à la maison en Europe, entre guillemets.
Alors évidemment, voilà, ces petites graines qui étaient plantées. Et puis après, j'en ai parlé à mes enfants. Puis je suis revenue ici. Puis je me suis dit, bon, voilà, tout ça, quand il y a beaucoup de coïncidences comme ça peut plus être des coïncidences, ça devient des évidences. Voilà, c'était un chemin qui est devant toi. On peut toujours décider de ne pas le prendre. Mais voilà, j'ai décidé de le prendre et j'en suis ravie. Alors, quand on passe d'amatrice d'art contemporain aborigène à directrice d'une nouvelle fondation fraîchement rebaptisée, comment ça se passe? Vous avez une connaissance de l'organisation des expositions, du lien à entretenir avec les artistes? Alors, ça se passe très bien, mais une connaissance, pas réellement. Alors, je suis pas directrice, c'est Gauthier Chiarini qui est le directeur, qui lui a déjà travaillé pour Pro Helvetia auparavant, enfin, et différents autres endroits. Moi, je dirais que j'insuffle les idées, j'ai toutes ces connexions en Australie, et puis Gauthier m'aide beaucoup sur le terrain, voilà. Mais c'est un échange perpétuel et puis j'apprends au fur et à mesure. A priori, pour l'instant, ça marche pas trop mal. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la Fondation Opale, alors ce n'est pas un musée d'ethnographie, c'est un centre d'art contemporain. La différence entre les deux? En fait, moi, j'essaye de stimuler la création artistique contemporaine, donc c'est-à-dire stimuler les artistes qui créent aujourd'hui. Donc j'ai peu d'objets en fait dans ma collection, certains objets importants comme quelques boucliers d'une certaine région, des choses comme ça, j'en ai quelques-uns, mais en réalité c'est beaucoup de peintures et donc des peintures qui ont été réalisées depuis les années 70, 70. Une plateforme d'échange aussi. Les artistes viennent à Lens, en Suisse. Il y a, comme vous l'évoquiez avec l'Arc-en-Ciel, donc il y a vraiment un lien qui s'est créé. Oui. Alors, en général, on a essayé, jusqu'à cette période de Covid, évidemment, d'avoir toujours des artistes aborigènes pour chaque vernissage ou pendant l'exposition elle-même. Pendant la période Covid, on a essayé de communiquer, mais c'est quand même très compliqué parce que ce ne sont pas des gens qui s'expriment beaucoup sur leur art. Ça prend un petit peu de temps, donc faire des zooms, c'est presque impossible. Mais sinon, effectivement, l'idée, c'était vraiment de toujours avoir des artistes et que ce soit une plateforme où eux se sentent à l'aise de venir parler de leur travail. Parce que parfois, on me dit, mais en fait, tu es leur porte-parole. Pas du tout. Moi, je ne vais pas m'exprimer à leur place. Mais en revanche, j'ai envie de leur offrir un lieu où ils peuvent se sentir en sécurité pour venir eux-mêmes s'exprimer et puis transmettre les messages qui leur semblent les plus importants. Vous les contactez directement ou vous passez forcément par des intermédiaires? Alors, en fait, il faut imaginer qu'il y a des centres d'art qui sont des sortes de coopératives en Australie, donc surtout dans toutes les régions les plus isolées. Et là, il y a des jeunes, pas forcément australiens. Je pense à une jeune femme qui est allemande, par exemple, qui est là-bas. Enfin, différentes personnes. Ce sont des jeunes qui sont issus du monde de l'art, souvent, et qui se mettent à la disposition de ces artistes aborigènes, enfin, de ces peuples aborigènes en réalité, parce que n'importe qui peut venir à partir du moment où ils ont reçu les initiations, ils viennent, ils peignent, on leur fournit de la peinture, de la toile, ce qu'ils veulent pour pouvoir créer. Et donc je communique avec ces managers et avec les artistes directement aussi parfois. Il y en a beaucoup qui maintenant sont sur Instagram, etc., Facebook. Donc là, du coup, je communique en direct avec eux. J'ai repris mal, la pandémie de Covid, un moment difficile pour tout le monde, particulièrement pour le monde de la culture. Comment ça s'est passé de votre côté, du côté de la Fondation? Comment est-ce que vous avez pu continuer à entretenir un lien avec les artistes? Oui, c'était compliqué évidemment pour tout le monde. On a continué à communiquer, on s'est envoyé des courriers, on a recommencé à s'écrire. Pour ça, c'était assez chouette, parce que ça me manque beaucoup ça fait 2 ans bientôt que je suis plus allée en Australie. C'est une grande frustration. Je reçois des messages de certaines femmes aborigènes qui me disent « On sent que tu as besoin de revenir, d'être dans le désert avec nous », c'est vrai. En revanche, au niveau de la Fondation Opale, on n'est pas resté les bras croisés. Notre médiatrice, Marie Berceron, est partie voir toutes les écoles valaisannes. Elle a organisé des ateliers spécifiques pour 50 classes. Elle a eu plus de 1000 élèves. On a pu aussi travailler sur des livres. D'ailleurs, on a sorti, je vous en ai amené un. Ça, c'est le premier tome d'une série dédiée à l'art aborigène. Donc là, on parle
par exemple, de cette œuvre qui est une œuvre collaborative. 30 femmes ont peint cette œuvre. C'est une œuvre qui, aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle est au Guggenheim de Bilbao qui me l'a empruntée. Donc ça y est, enfin, l'art aborigène est reconnu par le monde de l'art, hein, et non pas par un tout petit segment de la population. Angère Prima va parler maintenant des coulisses d'une fondation. Comment est-ce qu'on gère les expositions? Comment est-ce qu'on rend aussi attractives les expositions? On communique comment? Alors, j'ai la chance d'avoir un conservateur pour ma collection, qui est Georges Petitjean, et qui est aussi passionné que moi, qui a vécu pendant longtemps aussi en Australie avec des artistes aborigènes. Donc, on communique beaucoup tous les deux avant chaque exposition. Les thèmes de l'exposition, en général, c'est plutôt moi qui vais les proposer. Et puis, à partir de là, on réfléchit avec qui on peut travailler, que ce soit d'autres institutions, comme pour l'exposition actuelle Breath of Life, on travaille avec le South Australian Museum qui est à Adélaïde. Parfois, ça va être vraiment quelque chose avec que des œuvres de ma collection. Par exemple, cette exposition, c'est beaucoup d'œuvres de collectionneurs privés et une œuvre du musée du Quai Branly. Vous parliez tout à l'heure de musée d'ethnographie. Voilà, on a quand même une œuvre aussi de ce musée-là. Donc voilà, c'est un grand travail de réflexion. Et puis après, c'est là où arrive le directeur opérationnel Gauthier, qui lui, c'est tout le travail financier, voilà, trouver les fonds, les partenaires qui peuvent être intéressés de nous soutenir aussi. Et voilà. Et après, j'allais dire, c'est presque organique. Quand c'est juste, ça se crée assez facilement, finalement. Oui. Alors, il y a une autre exposition aussi que l'on peut découvrir un peu en marge de la grande expo à Breath of Life, sur les langues dites disparues. Oui. Racontez-nous, elle a lieu également jusqu'au 17 avril 2022. Absolument. Alors, à la Fondation Opale, on a toujours une grande exposition qui dure environ 9 mois. Puisqu'on travaille beaucoup grâce aux visiteurs qui sont de Grand Montana, et donc avec ces deux saisons, l'été et l'hiver principalement, et c'est pas forcément la même clientèle. Et puis pour les personnes qui seraient déjà venues en été, pour qu'ils puissent quand même voir aussi d'autres choses, on a un petit espace qu'on a appelé le Special Focus, et là chaque 3 mois on change les expositions, environ chaque 3 mois. Donc aujourd'hui, c'est une femme qui s'appelle Lena Herzog. Ça fait depuis 30 ans qu'elle travaille sur les langues disparues ou en voie de disparition dans le monde. En fait, on se rend compte qu'il y a des centaines de langues qui disparaissent encore aujourd'hui chaque année. Et donc évidemment, il y a des langues aborigènes, aujourd'hui on parle encore de 150 langues aborigènes, donc ce n'est pas une langue aborigène. Et auparavant, on parle de 500 langues aborigènes qui devaient être sur tout le continent. Et là, c'est de la réalité virtuelle. Elle a fait un film, donc on met ses lunettes et on se promène dans l'univers, sur Terre, et on entend ces voix qui sont chuchotées avec des images magnifiques. Ça vaut le coup de venir voir. Dans l'exposition principale, puisqu'on parle de réalité virtuelle, on a aussi des sons dans l'étage du bas, avec beaucoup de vidéos, une expérience très immersive qui mêle aussi pièces plus traditionnelles en bois. Où est-ce qu'on va dans l'avenir des expositions au niveau de la technologie? Est-ce qu'on va avoir de plus en plus de 3D, d'expériences de la sorte? Alors, je n'ai pas ma boule de cristal, mais j'imagine que oui. Je pense qu'en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir faire venir des jeunes dans ces expositions, ce qui est un peu compliqué. Mais grâce à ce genre de propositions, effectivement, là, nous, on a pu voir nos visiteurs, la moyenne d'âge des visiteurs était beaucoup plus basse, du coup, que les expositions précédentes. Je pense qu'il y a un vrai intérêt. Et puis, pendant cette période Covid, beaucoup de musées en ont profité pour améliorer justement tout leur contenu Internet, etc. Ouais, je pense que on va aller vers ça, mais l'émotion que vous avez devant une œuvre, s'il y a un écran entre les deux, c'est quand même pas la même. Enfin, je suis convaincue que vous aurez besoin d'avoir l'œuvre physique devant vous pour ressentir, surtout avec l'art aborigène. Comment est-ce qu'on va faire pour ne pas, on va dire, dénaturer l'œuvre en mettant, comme vous le dites, de plus en plus d'intermédiaires, que ce soit des écrans, des casques? Comment est-ce que aussi l'artiste va s'y retrouver
quand lui, par exemple, va peindre une toile Mhm. et qu'on va nous l'expliquer, pour voir la toile, on va devoir mettre un masque. Alors, je pense pas qu'on va devoir mettre un masque pour voir la toile, mais ce sera peut-être une proposition différente. Ce sera une autre façon de voir la toile, ou peut-être qu'il y aura une histoire derrière cette toile. Ou, par exemple, on parle aussi beaucoup de. Je crois que c'était le PFL qui avait organisé ça, où on scanne les toiles et on voit on voit mieux en fait, voilà, toute la composition de la toile, etc. C'est intéressant aussi. En fait, c'est une autre façon de découvrir la toile. Mais de nouveau, l'émotion que vous allez ressentir, ça va Voilà. pas être avec des écrans, etc. Ce sera autre chose, ce sera une autre proposition. C'est un peu que si vous visitez une exposition et vous connaissez absolument pas le travail de l'artiste, vous la visitez toute seule, bon, voilà, vous ressentez, et puis c'est j'aime pas. Et si vous êtes avec un guide, vous allez avoir une autre compréhension de la même toile. Et ça va être un peu la même chose, à mon avis, avec ces systèmes d'écran. Enfin, je ne sais pas très bien ce qui va se passer dans le futur encore, mais voilà, ce sera simplement une autre façon de voir la toile. On a clairement un changement de paradigme. Alors, il n'est pas forcément vraiment amorcé, mais on voit l'émergence de la différence du support. Maintenant, on dématérialise l'œuvre d'art de plus en plus. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement quand vous voyez ces nouvelles tendances de ces œuvres qui sont parfois détruites physiquement pour être numérisées ? Pour l'instant, je suis plus spectatrice, je dois dire, qu'autre chose. Par rapport à l'art aborigène, comme il y a tout un enseignement derrière cet art, c'est pas, voilà, c'est de l'art, bien sûr, mais ça puise vraiment dans des racines multimillénaires. Donc, je pense qu'on n'en est pas encore là. Mais comme ils sont assez incroyables, ces artistes aborigènes, justement, et qui sont capables d'une évolution tellement rapide. Voilà, je suis spectatrice, j'attends, je ne sais pas très bien. Bérengère Prima, si vous deviez résumer cette exposition avec des mots, comme il est difficile d'en poser pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue. Émotion, souffle, joie, lâcher prise. Quelque chose comme ça. Et c'est une exposition que l'on peut, je pense, voir et revoir. Oui, à chaque fois, vous allez découvrir des nouvelles choses, ressentir des nouvelles émotions. Il y a beaucoup de nos visiteurs, pour toutes les expositions d'ailleurs à la Fondation Bâle, beaucoup de nos visiteurs nous disent ça fait 3 fois que je reviens et c'est 3 fois que je vois une nouvelle exposition finalement. C'est le talent des artistes aborigènes. Le gris-gris maintenant, on a vu de quoi il s'agissait. Bon, vous avez plusieurs livres, alors lequel est votre gris-gris, si on peut l'appeler comme ça? Non, ça, c'est la nouvelle série que nous sortons. Ça, c'est le catalogue de l'exposition actuelle. Mais, alors, je ne sais pas si c'est un gris-gris, mais disons que, voilà, ça, c'est mon cahier, un de mes cahiers, parce que j'ai plein de cahiers où je me note non-stop toutes les idées, que ce soit le jour ou la nuit. Et puis, c'est ce qui me permet de dormir pas trop mal, parce que je suis un peu insomniaque, mais une fois que c'est là-dedans, voilà, je sais que ça peut sortir de ma tête et que je peux penser à autre chose et faire autre chose. Donc voilà, un cahier avec un motif aborigène, évidemment, d'une artiste qui s'appelle Bessie Sims, que j'ai rencontrée, que j'ai connue, qui venait d'une petite communauté à côté d'Alice Springs. Le rêve de la... Qu'est-ce que c'est? Carotte du bush, ça. Voilà. C'est pas du tout abstrait pour eux. Merci beaucoup Bérengère Prima d'être passée dans B2B aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Et on vous le rappelle, l'exposition Breath of Life est à découvrir à Lens, à la Fondation Opale jusqu'au 17 avril 2022. Merci Elliot. Merci Vincent. On se retrouve la semaine prochaine dans B2B pour partir à la rencontre d'entrepreneurs, d'entrepreneuses en Suisse romande et de belles histoires également racontées. À bientôt. B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.